On va parler immobilier et nous allons accueillir ensemble Brice Cardy qui va s'installer tranquillement, président du groupe immobilier L'Adresse, et Marie Cœur de Roy, journaliste BFM. Je vous laisse vous installer parce que dans BFM jusqu'à minuit, on voulait évidemment parler de la consommation, de quelque chose d'extrêmement concret. Il y a un petit chiffre qui a attiré notre attention, la baisse des taux d'intérêt moyen, 3,30% selon la Banque de France. Ça baisse. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir. J'ai une question avant de parler des taux d'intérêt. Est-ce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, le gouvernement dont on ne savait pas s'il allait tenir, qui finalement va tenir, est-ce que ça a des conséquences directes sur votre métier, sur votre secteur? Bien évidemment. Après, les Français ont pris le temps de s'y habituer, un peu comme nous, professionnels de l'immobilier. Mais il y a eu en effet des événements et des annonces qui ont clairement impacté notre profession, notamment la dissolution. Je pense que ça a été le moment le plus fort et le plus dur à subir dans la profession. Et ensuite, il y a eu le moment, en effet, avec la motion de censure, qui a été aussi un gros moment de flou. Après, pour le reste, très franchement, on en parlait sur cette antenne il y a quelques semaines. Le plus important aujourd'hui, qui manque pour pouvoir franchir le cap et se projeter sur une acquisition, c'est finalement d'avoir un bon moral, d'avoir bon mental et d'avoir confiance. Et il y a une récente étude qui a montré que la confiance... C'est-à-dire que le moral est plus important que les sous. Non, alors les sous... D'accord, mais je vous pose la question parce que je réagis à ce que vous dites. Mais... Je suis complètement d'accord avec vous, mais en effet, il peut y avoir... les sous et le moral. Il faut avoir les sous. La bonne nouvelle aussi, c'est que les banques sont de retour. Elles l'ont montré pendant toute l'année 2024 avec des campagnes de publicité qui se sont beaucoup dévoilées pour aller reconquérir des clients. Et on a la preuve avec le mois de janvier qu'aujourd'hui, ça y est, ça porte ses fruits. Il reste 11 mois, on verra, on fera le bilan avec les banques à la fin des... Bonsoir Marie. Bonsoir. Ça va? Super. Bon, 3,30 taux d'intérêt moyen Banque de France, mais 2024 c'était la pire année a priori pour les crédits immobiliers. Ouais, Qu'est-ce qu'on en déduit? En fait, il faut regarder sur l'ensemble de l'année. Effectivement, si tu regardes le bilan, 110 milliards d'euros de nouveaux prêts accordés sur l'ensemble de l'année 2024. C'est un plus bas depuis 10 ans. Ouais, ça paraît énorme. C'est quasiment 2 fois moins qu'en 2021. Mais en réalité, c'est la première partie de l'année qui a été monstrueuse. Et la dissolution, Brice le disait très justement, il y a eu un coup d'arrêt, un effet psychologique majeur. Et puis après, à mesure que les banques ont baissé les taux d'intérêt, les gens ont fini par le comprendre, les vendeurs ont fini par comprendre aussi qu'il fallait baisser les prix. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a une reprise assez spectaculaire sur le dernier trimestre de 2024. Ce qui fait qu'en réalité, effectivement, en montant emprunté, on est sur une baisse, mais en réalité, en volume de crédit, l'année 2024 marque un vrai retour. Et c'est important de le dire. Pourquoi le montant baisse? Aussi parce que les prix ont baissé, je viens de le dire, quoi. Donc en même temps, on emprunte un peu moins aussi, de fait. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment, vous êtes d'accord parce que l'analyse et les chiffres le prouvent, mais que le contexte s'améliore et de nouveau un peu plus positif? Là, je vous confirme qu'on a un mois de janvier qui est assez surprenant. Alors, si on le compare avec janvier 2024, il faut rappeler que janvier 2024 était vraiment pas terrible. Mais on a, nous, au sein du réseau L'Adresse, on a pas loin de 30% de volume supplémentaire à la même période. Et la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le retour de beaucoup aux abonnés absents, notamment les investisseurs. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler par rapport aux différents profils. Et surtout... Qu'est-ce que vous appelez investisseurs? Ceux qui achètent pour louer, pour mettre à la location. Mais je croyais qu'il y avait des limitations de plus en plus légales, notamment sur le jour pour les locations type Airbnb. Non, sur la location classique, il n'y a pas de limitation. Non, mais pour bien savoir de quoi vous parliez, effectivement. Tout à fait, il n'y a pas de limitation. Et la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le retour des banques, notamment sur les gros budgets. Parce que quand on parle des chiffres, on a tendance toujours à parler au niveau macro. C'est-à-dire qu'on a annoncé en effet généralement des baisses de volume de vente ces 2 dernières années de 20% chaque année. Mais ça reste général. Et en fait, depuis la période post-confinement, véritablement, le territoire français s'est complètement redessiné avec des comportements qu'on n'avait jamais vus avant cette période. Ce qui a beaucoup changé, c'est les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt qui ont baissé, qui ont fait repartir un petit peu le marché. Oui, mais les taux, il y a eu ce yo-yo avec les taux d'usure qui a été un très bon travail de communication de nos gouvernants pour finalement expliquer qu'ils étaient à l'écoute du marché. Ils ont revu justement le taux d'usure tous les mois. Il faut savoir que les banques, elles ont la possibilité de déroger à cette règle et qu'aucune grande banque nationale ne l'a fait ces 2 dernières années. Donc ça prouve bien qu'il y avait un autre problème. Le problème, c'est que les banques, elles prêtaient à perte. Personne se lève le matin pour se dire je vais vendre un produit pour le vendre à perte. Et ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir anticiper la baisse du marché, au lieu de demander de manière générale entre 8 et 10% d'apport, elles demandaient en moyenne 25% d'apport. Pourquoi? Pour pouvoir anticiper une éventuelle baisse de marché. Pour les aléas de vie, une mutation, un divorce, un problème de santé, bref. Quand vous devez vendre votre appartement dans un délai extrêmement court, si vous êtes sur un marché baissier, qui finalement peut subir une problématique d'hypothèque? C'est la banque. Et c'est pour ça qu'elle a demandé 25% d'apport. Le problème, c'est que 25% d'apport sur un secteur où le prix de l'immobilier est peu élevé. Je ne vais pas citer de ville, mais il y a plein de villes aujourd'hui où vous avez un prix de l'immobilier qui est limite inférieur à un prix de construction. 25% sur un prix moyen à 100 000 euros. Vous trouvez un prix moyen de 25% d'apport sur des prix moyens, notamment en zone francilienne ou dans toutes les grandes agglomérations.
Bref, la conclusion... On est plus à 100 000 euros, effectivement. Ah ben c'est énorme. La conclusion, c'était les chiffres à un moment. Ouais. Il y avait de l'apport personnel en Ile-de-France et à Paris autour de 100 000 euros. La conclusion, c'est qu'aucun bien au-dessus de 300 000 euros, alors quand je dis aucun, je grossis un peu le trait, mais très peu de biens au-dessus de 300 000 euros qui devaient passer par la case crédit ont fait l'objet d'un financement ces 2 dernières années. Et ça, véritablement, ça a changé là en janvier de cette année. L'objectif de votre venue, c'était aussi de faire très concret. Donc je vais profiter de vous et de Marie, évidemment, de la bande du soir pour répondre à des questions extrêmement concrètes. J'ai une question de David. Peut-on acheter aujourd'hui sans apport? C'était un peu... est-ce que c'est fondamentalement la première question? Moi, je vais parler de moi, je cherchais à acheter et on m'a dit, est-ce que tu as un apport? Et on a l'impression que la base, c'est que si on n'a pas cet apport-là... de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'y arrivera pas. Est-ce que c'est une idée de l'esprit, c'est un résumé, ou est-ce que... Non, mais c'est tout à fait juste ce que dit Brice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apport est redevenu nécessaire. Trouver ce qu'on appelait des crédits à 110%, ça n'existe quasiment plus. C'est-à-dire que la banque vous apporte le crédit et les frais de notaire et tout ce qui va avec. Ça n'existe quasiment. Ça va revenir quand? Alors, a priori, c'est pas demain la veille, parce qu'on est dans un marché baissier. Et c'est ce qu'expliquait Brice, en fait. C'est-à-dire que la banque, elle peut pas financer autant parce qu'elle part du principe qu'on est sur un marché où les prix baissent. Je suis pas sûre que ça dure très longtemps encore, mais où les prix baissent et donc le bien qu'elle finance va perdre de la valeur. Donc, au mieux, elle va aller financer 90% du bien, ce qui veut dire concrètement 10% d'apport. Donc on est dans cette situation-là. Donc oui, si on regarde progressivement, l'apport a progressé. Maintenant quand même, et c'est là où je rejoins ce que dit Brice Cardi, c'est qu'on a des banques qui sont en conquête de clients. Elles ont des objectifs de production de crédit qui sont considérables. Donc en fonction de votre profil, pas le mien clairement, en fonction de votre profil. Je suis pas sûr d'avoir le bon profil. Désolé alors, bienvenue dans l'équipe. Je vais le prendre pour quelque chose de positif. Mais vous pouvez potentiellement obtenir encore ces crédits, ça arrive, c'est pas impossible. Et puis surtout, vous avez des prêts bonifiés. Et ça, on en parle assez peu. Vous pouvez cumuler plusieurs lignes de crédit. Par exemple, vous achetez un logement très performant. Vous avez des offres de prêts à 1%, par exemple, sur ces prêts performants, sur une petite enveloppe. Par exemple, vous avez moins de 30 ans. Désolé pour vous, désolé pour moi. Mais j'ai moins de 30 ans, Marie, parce que j'ai pris un peu de vieux, parce que je travaille tard le soir. Ouais, moi je fais beaucoup plus âgé que blanc. C'était une couleur. Mais globalement, voilà, vous avez des profils qui peuvent cumuler plein de petits prêts bonifiés qui leur permettent finalement au total d'obtenir des crédits à des taux, mais défiant toute concurrence. C'est bien l'un des 3,5% dont on parle en ce moment, en fait. Ça veut dire que parfois on parle beaucoup de la surnormalisation, le surlégislatif, le suradministratif dans certains secteurs comme l'immobilier. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui peuvent nous aider et parfois qu'on ne sait pas aussi, parce que ce que dit Marie, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont totalement au courant de ce à quoi nous avons le droit pour acheter, pour emprunter. Mais c'est pour ça qu'il faut aller rencontrer les agences immobilières. Non, véritablement, je plaisante, mais c'est un vrai parcours du combattant. Quel que soit le dispositif, que ce soit MaPrimeRénov' ou le reste, en effet, il y a beaucoup de choses à savoir. En plus, on a tendance à surcommuniquer sur des choses qui doivent sortir et qui finalement sortent pas, surtout avec les événements au niveau parlementaire qu'on est en train de vivre. Donc véritablement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, MaPrimeRénov' n'a pas pris une balle, là, avec le... Mini-balle. Elle a été un peu... Il y a eu une grosse balle et puis en fait, ils ont réduit la balle. Et donc finalement, ça va. Bon an, mal an, ça va. Oui, mais je vais avoir une petite note optimiste quand même sur MaPrimeRénov'. En effet, ça a été raboté d'1 milliard, selon les chiffres dont on dispose. En revanche, il faut rappeler qu'à la même période l'an dernier, il n'y avait pas MaPrimeRénov'. Parce que l'an dernier, en janvier, nos gouvernants, je vais juste terminer le propos, nos gouvernants ont eu la bonne idée l'année dernière de dire, OK, on renouvelle MaPrimeRénov'. En revanche, c'est réservé aux multigestes. Alors, multigestes, on ne va pas faire trop technique. Aux rénovations globales. Voilà, il fallait faire une rénovation globale. C'était très compliqué. Ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Là-dessus, on ne peut pas le reprocher. Ils sont assez réactifs. Ils ont fait machine arrière, sauf que le décret, il est sorti que le 15 mai 2024. Ça veut dire qu'on est resté pendant 5 mois dans une zone de flou. Finalement, il n'y avait pas MaPrimeRénov'. C'est pas le cas cette année. Cette année, il y a 1 milliard de moins, certes, mais en revanche, le monogeste, pareil, pour être plus précis, vous voulez bénéficier de MaPrimeRénov' pour changer uniquement votre pompe à chaleur. En janvier 2024, vous ne pouviez pas. En janvier 2025, vous pouvez le faire. On va justement être très précis. Rebonsoir, Raphaël Gravis. Rebonsoir. Parce qu'on parle beaucoup de chiffres, de taux d'intérêt, de taux d'emprunt, de choses comme ça. Mais vous allez nous expliquer les effets concrets de la baisse des taux sur la capacité d'emprunt, parce que ça nous permettra d'échanger après. Oui, c'est un exemple. Alors, le tableau qui va apparaître peut être impressionnant. Il y a beaucoup de chiffres, mais en fait, c'est à la fois très simple et très concret. C'est pour voir finalement... Vous avez 1 heure. Exactement. Non, mais pour voir vraiment ce que représente cette baisse de taux, donc le taux moyen actuel, février 2025, 3,3%. On remonte, on compare, c'est une simulation d'Artemis Courtage pour Capital, et donc ils ont comparé ça avec le taux de septembre 2023 à 4,5%.
il y a 3 scénarios, un salaire net mensuel à 1 500, 2 500 ou 4 000 euros. Et on voit la différence de capacité d'emprunt, donc concrètement, ce qu'on a comme emprunt en plus, donc en cash qui va être disponible pour son emprunt. Par exemple, on passe de 89 000 à 101 000 euros à 1 500 euros, 148 400 à 168 400 à 2005, et en dernier, on a une différence qui monte à 32 000 euros quand même. Donc pour un salaire net mensuel à 4 000 euros, on a quand même une possibilité d'argent concret de 32 000 euros supplémentaires. Donc évidemment, on voit concrètement l'impact de cette baisse de taux qui vont peut-être encore un petit peu baisser, mais déjà, on était très haut, 4,5, enfin très haut. Ça dépend à quelle échelle, mais très haut par rapport à quand on était à 1% il y a quelques années. Mais voilà, cette baisse de taux... oui, c'est ça, exactement. Il y a 7-8 ans où l'argent était totalement gratuit. Même pas, 2021. 2021, pardon. Oui, ça paraît très loin. Objet de chantanage. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça paraît très loin. Mais effectivement, où là, l'argent, on faisait des emprunts, ceux qui pouvaient, en tout cas, à 1%. La banque nous donnait de l'argent pour en emprunter, en fait. Oui, avec l'inflation, on gagnait de l'argent. Alors, avant la question de Philippe, qui décide de ces taux ? Comment ils montent, comment ils descendent ? Qu'est-ce qui fait que ? L'OAT. C'est la dette de l'État français à 10 ans qu'il faut regarder aujourd'hui. Concrètement, la France, plus elle emprunte cher quand elle emprunte, l'État français, plus il emprunte cher, plus les banques vont essayer globalement d'être... En gros, on estime que c'est 0,4 en moins, en fait. Donc, en gros, moi, ce que me disait un banquier, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention en disant est-ce que les taux vont continuer à baisser, c'est que là, vous avez vu que la dette de l'État français a un peu grimpé. C'est comme ça que nos amis les politiques devraient parler aux Français. En raison, il faut réduire la dette parce que la dette, c'est ça concrètement. Oui, alors sauf qu'en réalité, la plus grosse flambée. Alors non, quand je dis la dette de l'État français, ça veut dire que c'est l'emprunt, l'OAT, c'est l'emprunt à 10 ans quand l'État français emprunte sur les marchés. Et la réalité, c'est que la flambée qu'on a eue ces derniers temps, elle n'est pas uniquement liée à notre instabilité politique et budgétaire, elle est aussi beaucoup liée ces dernières semaines à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et aux conflits commerciaux qui sont en train de naître là. Et donc, en réalité, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres un petit peu moins, ou en tout cas, ça prend un peu plus de temps. Mais concrètement, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que pour que nos taux d'intérêt immobilier redescendent autour de 2,5-3%, il faudrait que cette OAT puisse elle-même redescendre autour de 2%. Aujourd'hui, ça s'est un peu accalmé. Aux dernières nouvelles, on est autour de 3%, mais on n'y est pas. Donc, concrètement, là-dessus, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur les taux d'intérêt. La conviction de beaucoup, c'est qu'on va se stabiliser autour de 3-3,5% sur les taux d'intérêt. Oui, l'OAT, concrètement, c'est le taux sans risque. Donc, c'est le taux sur 10 ans sans aucun risque. Et la prime de risque, après, c'est ce qu'il y a. Mais ceci, ça a un tout petit peu baissé avec l'annonce de la non-censure et du budget. C'est passé de 3,3 à 3. Alors, il y a une autre inquiétude aujourd'hui, c'est quand même les frais notariaux, qui ont augmenté. Ils vont augmenter. Justement, dans l'effet, parce que franchement, en janvier, il y a vraiment des vrais signaux qui sont assez révélateurs sur ce que je disais préalablement. Et en effet, il y a peut-être aussi l'effet d'annonce, c'est ce que vous dites. En effet, c'est que 0,5%, mais c'est l'effet d'annonce. Et pas pour les primo-accédants. Et pas pour le logement neuf. 250 000 euros, je crois. Donc il y a cet effet d'annonce-là. Il y a aussi au niveau des banques, parce qu'on entend un petit peu tout son contraire, donc il y a des banques aujourd'hui qui ont décidé d'être un peu plus rentables, donc ont décidé d'augmenter sensiblement leurs taux, et d'autres qui ont besoin encore au niveau stratégie commerciale de conquérir encore de nouveaux clients qui, eux, continuent à baisser. Je ne citerai pas, bien évidemment, la banque, mais vous avez une grande banque nationale aujourd'hui qui fait, et de manière très courte, un peu comme les soldes. Ça, c'est très nouveau depuis un an. C'est la foire fouille chez les banques, là. Voilà, donc là, il y a une banque nationale qui fait un taux fixe à 2,99. Chez qui, pour les gens qui nous regardent et qui ont envie d'acheter et qui vont aller, qu'ils aillent taper à la meilleure porte, c'est qui ? À la banque, je peux citer la banque ? La Société Générale. Qui fait 2,99. La Banque Postale et le Crédit Mutuel, comme ça, je crois que je remplis les mais en fait, ça veut tout dire et rien dire. Non, mais il faut quand même le dire. Ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en fait, vous avez aussi des banques qui soldent chez une banque. Oui, mais c'est des réseaux. Faut regarder comment c'est. En plus, localement, vous avez. Non, mais il faut regarder en fait. Alors, je veux pas vendre le métier de courtage, mais en fait, les courtiers en crédit immobilier, eux, ils savent très bien où il faut aller et dans quelle banque en fait. Parce que il y a localement, vous avez des réseaux qui vont pas pratiquer exactement. Votre agence locale va peut-être pas pratiquer la même politique tarifaire. Question de Philippe, mais je pense qu'on connaît la réponse, on en a parlé. Les taux peuvent-ils revenir à moins de 1% comme il y a quelques années ? Nine. Bon, désolé Philippe, il ne faudra pas attendre que ces taux reviennent. Mais sauf crise, attendez, là par contre, on n'a pas de boule de cristal, mais a priori... Question de Virginie, je viens de recevoir la réponse à mon offre de prêt, le taux est assez élevé à 3,8.
C'est pas une question, mais... C'est Virginie, c'est ça ? Virginie. Faudrait qu'on connaisse après, c'est question de dossier aussi. son profil aussi. C'est ça le problème. C'est que le taux moyen, il est à 3,3, donc 3,8, ça peut paraître un tout petit peu élevé, mais a priori... c'est normal qu'il puisse y avoir autant de différences. Alors, c'est l'apport, c'est le salaire, c'est pas forcément l'apport, ça va être le profil de Virginie, ça va être... Et puis ça va être même encore une autre chose, ce qu'achète Virginie. Si Virginie achète quelque chose qui est dégradé avec une mauvaise note énergétique, il peut y avoir une dégradation qui peut aller jusqu'à 0,20, 0,3 points. Donc c'est dégradé. L'immobilier repart, mais le bâtiment va très très mal. Merci de le dire. La construction va très très mal. Merci de le dire. Et est-ce que ça peut pas avoir des effets à venir justement sur le marché de l'immobilier ? Là, on parle du marché de l'immobilier. Là, si on se lance sur le débat du logement, Si. La filière, elle est de toute manière extrêmement grippée. On a tendance à avoir de très très bonnes idées, notamment tout ce qui est rénovation énergétique. Mais le problème, c'est qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. On se donne pas des moyens pour pouvoir y parvenir. Donc clairement, oui, la filière, elle va très très mal. Je vais pas citer de marque, mais vous avez bien vu quand même l'actualité des grands... allez-y. On aime les marques. Nexity, Bouygues, vous avez Nexity qui a revendu leur activité de syndic de copropriété, d'administration de biens, qui est une vraie valorisation. Généralement, quand vous commencez à vendre les bijoux de famille, ça va pas bien, et ça, ils s'en cachent pas. Bouygues également. C'est pas faute d'avoir, et franchement, c'est pas faute d'avoir prévenu. Au niveau du logement, le logement a été complètement abandonné depuis 7 ans. On a un président qui s'en cache pas, qui dit clairement que l'immobilier pour lui, c'est immobile. Et en gros, sauf que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que un marché immobilier dynamique, ça, c'est généralement constitué par 50% de primo-accédants. Et quand vous êtes primo-accédant, que vous partez de chez vos parents pour acquérir un bien, que ça soit en location ou à l'acquisition, c'est à ce moment-là que vous passez par la case acheter votre électroménager, acheter votre mobilier, vous faites généralement des travaux de décoration et tout ce qui va. La croissance. Il y a beaucoup de consommation qui va autour de mutation. On a beaucoup parlé de trous dans la raquette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les mutations qu'on a perdues, on est quand même passé de 1,2 million, qui était une année record, en 2021. C'est ça, Marie ? En 2021. On a perdu progressivement. Aujourd'hui, on est à peine à 800 000. Il faut savoir qu'au niveau des taxes, TVA sur les enregistrements et autres, et les taxes au niveau des collectivités, c'est 10 milliards. C'est 5 milliards d'un côté, 5 milliards d'autre. Donc quand on voit le mal qu'on a aujourd'hui à les trouver, ces fameux milliards, on se dit que c'est quand même... Et c'est pas faute d'avoir, nous, acteurs de l'immobilier et nos représentants, les syndicats et autres, qui ont prévenu. Le problème, c'est qu'on n'a pas été entendu. On a été entendu par beaucoup de ministres du logement qui se sont succédés, qui ont fait un travail de communication formidable, sauf que c'est Bercy qui gouverne. Et en gros, Bercy et notre président, en gros, ne nous a pas donné les moyens qu'il fallait. J'ai une question de Daniel, j'ai un peu peur, je vous la pose, mais j'ai un peu peur qu'elle soit un peu trop floue pour qu'on puisse vraiment lui répondre très concrètement. Mais Daniel est donc père de famille, et il dit acheter pour les familles est devenu impossible. Est-ce que quand on regarde les profils de ceux qui empruntent, il y a plus de familles, moins de familles, plus de célibataires, plus de jeunes. On a cette idée du profil type de l'emprunteur ? Alors, acheter pour les familles, c'est pas plus compliqué que pour les solos. En fait, la réalité, encore une fois, et ça rejoint ce qu'on se disait sur la production de logements, mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe dans nos vies et pourquoi on a besoin de construire aujourd'hui. C'est que vous avez beaucoup de décohabitation, des couples qui se séparent, plein de choses. Je pense qu'on connaît surtout à Paris, Île-de-France, les grandes villes, c'est le domaine, effectivement. Et il y a un sujet passionnant sur les cohabitations subies et du logement. Et je suis désolée, je veux partir dans un truc un peu psychologique, mais du logement dépend tout. La sécurité, le bien vivre ensemble, notre santé pour vivre dans un logement digne, mais aussi les violences intrafamiliales, que ce soit avec vos enfants, la capacité aussi d'apprendre, en fait, d'avoir un bureau, etc. Donc la réalité, c'est que pour une famille, c'est compliqué, mais comme pour une personne célibataire, c'est la même chose. Et le sujet, c'est la construction. 10 000 emplois supprimés chaque mois dans la filière du bâtiment. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas une boîte avec 250 emplois. C'est plein de petites entreprises qui sont en train de mourir. Il y a plein de logements vides, notamment dans les grandes villes, qui appartiennent à des grandes entreprises qui ne sont pas ni réquisitionnés, ni loués, ni vendus. On peut le faire, mais ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. Ça aidera ceux Non, mais c'est un truc dont on parle souvent. Oui, la transformation de bureaux en logements, oui, les logements vacants. Mais bien sûr qu'il y a une manne considérable et il faut aller les chercher. Mais il faut aussi construire. Enfin, on est descendu à une production de logements digne de 1954, quand même, bon Dieu. On a une entreprise aujourd'hui, hier précisément, qui s'appelle Réalité. C'est un promoteur très bien, qui est un promoteur nantais qui vient de se placer en redressement judiciaire. Ils ont 60 chantiers là qui doivent terminer. Il y en a qui accumulent 3 ans de retard.
Vous imaginez ceux qui achètent aussi derrière? J'ai un promoteur un jour qui m'a dit, mais tu sais Marie, on va pas pleurer sur notre sort, à nous les promoteurs on nous aime pas. Mais oui, mais enfin il y a des entreprises, ils avaient 1000 salariés, ils vont passer à une centaine. Et derrière vous avez vous et moi. On achète, on attend et on commence à rembourser notre crédit et on paye un loyer en parallèle. Mais notre bien immobilier neuf n'est toujours pas là. C'est considérable et c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Vraiment. Très bien. Alors c'est hyper grave, j'ai une question concrète. Alors ce elle est vraiment concrète. Seb qui nous dit, j'ai 100 000 euros d'apport, puis-je emprunter sans CDI? Ça dépend ce qu'il achète, à quel prix. Oui, j'imagine qu'il ne va pas acheter à... Forcément, ça dépasse. À 3 000, ça dépend, ça dépasse. Mais ça, c'est pareil, ça a beaucoup évolué. Ça, en revanche, c'est positif, ça a beaucoup évolué. Ouais. On a de plus en plus aujourd'hui d'indépendants et on a même des banques qui se sont spécialisées et même des assurances qui accompagnent. Parce que le principe d'un crédit, c'est trouver finalement des garants, des cautions. Et aujourd'hui, il y a des sociétés justement spécialisées qui accompagnent justement les auto-entrepreneurs. Donc oui, avec 100 000 euros d'apport, très franchement... Mais alors... Théoriquement, puisqu'on ne sait pas, mais 100 000 euros d'apport sans CDI, vous pensez qu'il peut viser jusqu'à quoi? 5 ans, 500 000, 600 000, 700 000? Ça va dépendre, de son activité professionnelle. S'il a zéro activité professionnelle... Oui, non, sans CDI, j'imagine qu'il travaille. Voilà, mais ça va dépendre en gros de la récurrence de ses salaires. Le nombre d'années de son entreprise indépendante. Mais s'il est indépendant aujourd'hui, c'était encore un problème il y a encore 5-6 ans. C'est de moins en moins un problème. Et je vous disais, il y a vraiment aujourd'hui des cautions qui sont... Est-ce qu'il faut mieux être salarié que profession indépendante quand vous empruntez? Il vaut mieux être salarié, ouais. Mais alors, la question que je pose au patron de l'adresse, c'est vous êtes à ce point-là tributaire des lois, des normes, des changements politiques, de la bonne santé économique? C'est aussi quelque chose que votre activité, vous arrivez à la visualiser comme ça, les hausses, les baisses, la stabilité, c'est vraiment, ce sont ces arguments-là qui font... Oui, mais si je dois faire un podium, en priorité, c'est la casse crédit. Véritablement, ce qui s'est passé, moi, ça fait parce que le réseau que je représente, c'est un réseau coopératif. J'ai la double casquette de président de réseau, mais j'ai également des agences en propre depuis une trentaine d'années. Donc des crises, j'en ai connu quelques-unes. C'est sans précédent. On a beaucoup parlé d'inflation quand elle est arrivée, le prix du blé, etc. Se nourrir, en effet, c'est extrêmement important. Se loger, c'est aussi extrêmement important. C'est sans précédent. Véritablement, il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que pendant pas loin de 24 mois, on a clairement fermé les vannes. C'est-à-dire que, si les gens ne le savent pas, c'est un secret de polichinelle. Les banques ont donné des consignes aux collaborateurs en disant clairement, pas de nouveaux clients. Les seules personnes qu'on a financées, c'est celles à qui on ne pouvait pas refuser l'emprunt. Tout simplement les privilégiés, c'est-à-dire ceux qui avaient de l'assurance vie, qui avaient de l'épargne et qui demandaient à avoir exceptionnellement un prêt pour loger leur fils à Paris ou ailleurs. Justement, le logement, c'est pas uniquement se loger, c'est aussi investir, c'est aussi prévoir sa retraite, enfin... Ça peut être un investissement. Est-ce que les règles aujourd'hui font que on investit moins parce que on a peur de l'avenir, il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a du Airbnb qui est de plus en plus interdit, donc c'est moins intéressant. Il y a plein de normes qui empêchent justement, et il y a peut-être des valeurs refuges comme l'assurance vie qui sont plus intéressantes que l'immobilier. Alors je ne veux pas être objectif parce que je suis un peu là pour défendre mais soyez-le objectif. Mais défendez l'assurance vie. Très sincèrement, l'immobilier depuis très longtemps, ça reste une valeur refuge. Et pour être extrêmement pertinent dans mon propos, on parle des primo-accédants. Là, il y a un nouveau profil qui se dessine et qui est plutôt rassurant, c'est les primo-investisseurs. On a constaté que plus de la moitié d'entre eux étaient des jeunes. Donc il y a beau avoir la crypto-monnaie, tout ce qu'on dit ici et là, bizarrement, il y a même... Pierre, il n'y a que ça de vrai. Non, mais vous plaisantez, mais c'est... Là, je fais mon âge. Écoutez, avec différents profils assez surprenants. Alors, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que je vais passer pour un dinosaure, mais vous savez, on a même des tanguistes, c'est-à-dire des primo-investisseurs qui... Les tanguistes, ce sont les gens, le film Tanguy, c'est ça? Voilà, qui restaient chez eux très tard, jusqu'à 30 ans, pardon. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des jeunes actifs qui sont chez leurs parents et qui ont mis de l'argent de côté et qui investissent dans l'immobilier. Vous avez d'autres jeunes qui, parce que depuis le confinement, l'emploi a vachement bougé. Avant, l'emploi, il était que dans les grandes agglos. Aujourd'hui, vous avez plein de petites villes moyennes. Avec le télétravail, vous pouvez travailler que 2 jours dans les grandes agglos. Aujourd'hui, vous avez même certains qui décident de ne pas acheter leur résidence principale parce qu'ils se disent je vis à Bordeaux aujourd'hui, mais je suis pas du tout sûr que dans 2 ans, je serai à Bordeaux, je serai peut-être à Paris, je serai peut-être à Rennes. Donc, ce qu'ils font, pareil, ils sont locataires, mais ils investissent dans le locatif. Et ça, c'est plutôt rassurant de savoir que les jeunes croient aujourd'hui à la valeur de l'immobilier. Marie, 5 000 euros, 37 ans.
C'est pas moi. Hein. C'est pas grave. On peut gagner plus ou moins et être plus ou moins riche. Ça peut être Je parlais de l'âge, hein, mais... On a peut-être à 55 000 euros. Je parlais pas du salaire. Mais je peux parler des deux en vrai. J'avais dit par an dans le texto, Charles, ça ne compte pas. Comment est ton appartement sur l'esplanade des Invalides? C'est sympa? Non. Enfin, tu l'as acheté? Mais après, il y a une question que j'ai eu un bon taux pour te l'acheter. Un très bon taux, je dirais pas où. Alors, je ne suis pas propriétaire. Marie, non mais 5 000 euros, 37 ans. 5 000 euros, c'est le revenu moyen, effectivement, selon Meilleur Taux. 37 ans, c'est l'âge moyen pour accéder à la propriété. Alors, l'âge, il n'a pas énormément bougé en réalité. Par contre, le revenu, évidemment, qu'il a énormément bougé, puisque donc 5 000 euros aujourd'hui, je regardais, on était à 4 300 en 2021. Donc, en gros, concrètement, l'emprunt moyen aujourd'hui, il faut gagner 700 euros de plus en 3 ans. Je ne sais pas qui, à cette table, a une augmentation de 700 euros par mois. Pas moi, j'ai toujours pas 37 ans. Mais c'est le bureau des doléances ce soir. Si quelqu'un m'entend. Mais non, mais blague à part, effectivement, on a besoin effectivement d'avoir des revenus confortables pour obtenir un crédit immobilier. Mais encore une fois, la banque cherche à se rassurer. Et qui plus est, et on en a rapidement parlé, mais avec la reprise, la hausse du chômage, le retour du chômage. Et ça, c'est un vrai élément clé à avoir bien en tête aussi pour les banquiers. On a dit qu'elles regardaient la valeur du bien et le fait qu'on était dans un marché baissier et que donc elles n'avaient pas envie de nous donner trop d'argent pour un bien qui allait peut-être perdre de la valeur. Et ben même chose, elles n'ont pas forcément envie de prêter à des gens dont l'emploi est fragile. Et donc ça aussi, à mon avis, ne pas s'améliorer dans les prochains mois et les prochaines années si la courbe du chômage continue de remonter. Je vous soumets la question d'Amir que j'aurais pu poser, contrairement à ce que pense Charles Consigny. Est-il plus intéressant de louer que d'acheter vu les taux appliqués actuellement? Ça dépend où. De toutes les manières, c'est toujours plus intéressant d'acheter. Non, c'est pas vrai. Mais je suis désolé, Marine. Je suis désolé. Quel que soit le taux, quel que soit le taux auquel on vous prête de l'argent, d'un côté, c'est à fond perdu, de l'autre côté, vous amortissez votre capital. Vous amortissez, mais vous avez souvent des surfaces plus importantes en louant par l'instant. Après, ça dépend ce que vous préférez. J'entends. Ça, j'entends. J'entends que quelqu'un préfère, en effet, s'il n'a pas les moyens de pouvoir recourir à un prêt pour vivre dans 500 mètres carrés, en effet, il va préférer passer par la case location. Mais concrètement, il faut surtout se dire dans les villes très chères, où les prix de l'immobilier sont très chers, concrètement, et que, bon, voilà, vous n'avez pas 3 000 ans à attendre, parce qu'en fait, c'est ça, c'est la durée que je vais mettre à rentabiliser si j'avais loué à la place. Très clairement, à Paris, sauf à avoir énormément de revenus, être propriétaire, c'est... Non, mais ceux qui sont locataires, de toute manière, c'est ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Exactement, bien sûr. Alors, j'allais dire que justement, aujourd'hui, à Paris, on a le sentiment quand même qu'il y a presque un renversement qui est en train de se produire, tellement le marché de la location est sursaturé, qu'il n'y a plus d'appartements. Et que même certains se disent justement qu'ils vont acheter parce que, par exemple, ils n'ont pas les garants nécessaires, ils n'ont pas le salaire nécessaire pour pouvoir louer aujourd'hui. À Paris. Mais sur des toutes petites surfaces ou même se mettre, acheter à plusieurs ou trouver des choses parce que le marché de la location, il n'y a plus rien. Ah, mais c'est un enfer. Et c'est un enfer, c'est-à-dire que les deux deviennent totalement... c'est plutôt la stratégie de l'éloignement à Paris, quand même. Oui, mais du coup, acheter ailleurs parce que de toute façon, la location est devenue totalement impossible. Et quand on voit aujourd'hui le nombre d'annonces, c'est quand même très dramatique, clair. C'est dramatique. Et on a un marché qu'en fait, habiter à Paris devient à peu près impossible, justement pour les jeunes. Et d'ailleurs, je pense que cette question, on en parlait tout à l'heure de l'apport justement et du revenu, elle est centrale parce que évidemment, quand on regarde les classes d'âge qui aujourd'hui peuvent accéder à la propriété, eh bien, les classes populaires peuvent de moins en moins, mais les plus aisées, finalement, ça n'a pas baissé. Ça s'est même amélioré. La tendance n'est pas baissière. Donc, la différence est encore plus importante qu'il y a 30 ans. Riscardi, c'est vrai que je dois déménager. Je suis contraint de déménager. Je vois la liste des annonces, les dossiers qu'il faut remplir, parce que je ne peux pas acheter, contrairement à ce que dit Charles. Mais c'est une guerre sans nom, c'est une activité, c'est quasiment un rouleau entier pour... Mais c'est pour ça qu'on ne parle pas de crise immobilière, mais on parle de crise du logement. C'est un vrai problème. Je peux vous donner une ville qui depuis quelques années, qui a bonne presse, qui est Angers, où on est très bien représenté, parce qu'on a une vingtaine d'agences. On a un sociétaire qui est installé là-bas et qui a un gros parc locatif. La rentrée de septembre 2024, c'est une première. Aucun appartement de plus de 2 pièces à proposer, aucun. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des familles. Rien à louer. Et pourquoi rien à louer? Mais parce que justement, il n'y a pas de rotation du logement. Parce que les gens, justement, ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc, ils restent, ils ne bougent pas. Mais c'est-à-dire que je vous pose la question, peut-être Bruno, mais quand on parle de rénovation énergétique, ce sont des choses qui sont indispensables, mais la priorité, c'est de pouvoir garantir à chacun le droit d'être logé.
Aussi, oui, de toute façon... On prend le problème à l'envers, où on rajoute des choses alors que la base n'est pas là. Mais la question du logement, depuis la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron, elle est devenue une question politique assez importante, même si elle est pas forcément débattue en permanence. Il y a d'autres questions qui passent, mais elle est sous-jacente dans la question du pouvoir d'achat des Français, parce que le logement, c'est un gros budget, surtout pour ceux qui sont en location, et notamment en ville, ça a été dit. Et politiquement, toutes les aides au logement ont été quand même diminuées, parce qu'elles coûtaient très cher. Oui, mais elles rapportaient beaucoup aussi. Hein. Oui, mais il y avait un débat, parce qu'évidemment, ils ont supprimé les systèmes de défiscalisation. Hein, ça a été le grand drame des promoteurs. Et du coup, aujourd'hui, il y a cette discussion politique. Est-ce qu'il faut les rétablir ou pas, sachant que les financements ne sont plus au rendez-vous? Mais je pense que ce qui me paraît quand même très important, c'est qu'en France, il n'y a jamais eu une politique du logement à la hauteur des défis qui nous est posé. C'est-à-dire que depuis Jean-Louis Borloo, je suis désolé, mais depuis Jean-Louis Borloo, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu de programme immobilier digne de ce nom. Et avant Jean-Louis Borloo, il s'était rien passé non plus. C'est un des seuls ministre du logement, qui a propulsé ce secteur, alors qu'on est dans un marché qui est complètement asséché, qui n'a jamais été à la hauteur des besoins du pays, et c'est pour ça qu'on a un immobilier qui est aussi cher. Il faut le dire. Comme le disait Bruno, je crois que depuis une dizaine d'années, le logement représente la moitié des dépenses d'un ménage. Oui, par mois. Là, on a une bonne question quand même pour le directeur de l'agence. Est-ce que les frais d'agence... Alors, je voulais répondre, Briscardi, est-ce que les frais d'agence ne plombent pas aussi l'achat immobilier? Et je reviens vers Aurore dans un instant. Est-ce que c'est à cause de... il faut que je réponde maintenant. Bah oui. Pardon, je Non, demain. Est-ce que les frais d'agence ne plombent pas aussi l'achat immobilier? Tout dépend à quel prix vous achetez, une fois de plus. Est-ce que vous préférez, tout à l'heure on parlait, avant de venir sur le plateau, on parlait justement de tout ce qui est frauduleux aujourd'hui, parce qu'on passe notre temps à nous pondre des dispositifs et des contraintes, à compliquer le parcours d'accession, que ça soit à l'achat ou à la location. Mais après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des affaires qui se font de particulier à particulier? Il faut savoir déjà une chose, pour Florent. Il faut savoir que, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on n'est pas loin de un compromis sur 2 entre particuliers qui n'aboutit pas. Et une fois de plus, est-ce que faire l'économie... Il faut quand même rappeler une chose, hein, les honoraires paraissent très chers, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on fait partie des rares métiers, pas des seuls, mais on a une obligation de résultat. C'est-à-dire c'est-à-dire que demain, vous venez visiter un appartement avec moi, je vous en fais visiter 15, et puis vous réfléchissez, puis vous me rappelez, puis je vous en fais visiter 10 de plus, et puis pour une bonne raison, ou peu importe, vous avez une opportunité sur autre chose. Si on a eu un bon contact, vous avez estimé que j'avais bien fait mon travail, vous avez m'appelé, m'envoyé un texte en disant « Cher Brice, désolé, merci pour le travail et pour le temps passé, mais j'ai trouvé mon affaire avec un concurrent ou peu importe. » J'aurais passé tant d'heures avec vous, j'aurais engagé beaucoup de temps, et pour autant, je n'aurais pas été rémunéré. Il faut savoir également qu'on apporte également une responsabilité. Il y a un devoir de conseil, mais on a aussi une responsabilité. Que ça soit déjà les prix. Il faut commencer déjà par les prix. Moi, personnellement, je préfère acquérir une maison à son prix plutôt que d'avoir le sentiment de faire une très bonne affaire en passant directement avec le particulier et avoir de mauvaises surprises derrière. Et une fois de plus, on le voit bien, que ça soit la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les lettres, les fameuses lettres de DPE, etc. Je crois que la pire chose à ne pas faire, c'est surtout de louer avec du particulier. Alors, je ne veux pas faire que ça soit unanime, mais globalement... Je ne sais pas où je vais finir. Non, mais toutes les fraudes au DPE, etc., elles sont là-dedans. C'est sûr. Aurore, vous voulez dire quelque chose? Et après, la question de Joël pour terminer. Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Yves Tréhard, parce que je pense que c'est très important quand on voit qu'aujourd'hui, il y avait ce plan justement de réarmement démographique par Emmanuel Macron. On sait que justement, le fait de pouvoir accéder au logement, c'est capital pour pouvoir avoir un enfant. Évidemment. Quand on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, d'ailleurs, qui est dans une situation un peu en avance sur nous. On commence depuis 2008, on adopte la même tendance baissière justement de l'accession à la propriété pour les primo-accédants et justement
évidemment les moins de 30 ans, mais même entre 30 et 49 ans, c'est quand même assez faible. Il n'y a même pas un Français sur 2 qui est propriétaire. Donc c'est quand même très faible et ça pose question. Et cette question de l'âge de la première naissance, il est crucial. Si on veut que les Français fassent des enfants, et surtout dans les métropoles, parce qu'on dit à chaque fois, voilà, les trentenaires dans les métropoles ne font plus d'enfants. Oui, ils font plus d'enfants aussi parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Parce que souvent ils sont plus en couple, les trentenaires dans les grandes villes, donc c'est plus compliqué. Mais c'est tout à fait lié et on peut s'étonner qu'effectivement il n'y ait pas un plan de grande ampleur pour coupler les deux éléments. Un peu en écho à ce que vous disiez à l'instant. Quand on est primo-accédant, le neuf est-il vraiment plus intéressant que l'ancien? C'est Joël qui pose cette question. Ne serait-ce que sur la performance énergétique, je vais vous dire un truc, le logement neuf, vraiment aujourd'hui, vous avez la garantie aussi d'économie d'énergie. Et puis, alors souvent, on le dit, vous achetez du neuf, vous revendez de l'ancien. Faut pas oublier ça. Donc, normalement, vous achetez du neuf. Globalement, c'est souvent plus cher que l'ancien. C'est vrai. Et encore que ça dépend où on parle parce qu'il y a eu tellement d'anomalies de marché. Mais la réalité, c'est quand j'achète du neuf, j'achète un bien qui est performant énergétiquement. Et il n'est pas dit, compte tenu de ces obligations de rénovation énergétique et de la valeur verte qui est en train de se créer, que votre bien immobilier, au lieu de perdre un tout petit peu de valeur dans les premières années, va pas finir par en gagner de la valeur. Donc moi, j'aurais tendance, pour soi-même en tout cas, si c'est votre résidence principale, à dire moi, très honnêtement, je suis locataire, comme vous. Moi, mais si un jour, moi, je vais vous dire, si je devais acheter pour moi-même, je choisirais un logement neuf. Après, ça me regarde, c'est mon choix personnel. Mais en l'occurrence, c'est pas un problème. Mais encore faudrait-il qu'on sauve un petit peu les promoteurs pour qu'ils puissent construire calmement et sereinement. Mais voilà. L'immobilier est-il encore un bon investissement? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est un très bon investissement. Mais toujours pareil, ça dépend à quel prix et où on achète. Et c'est là aussi qu'on s'aperçoit. Alors, je ne vais pas lancer ce sujet parce que c'est le vrai sujet qui peut parfois nous diviser avec Marie. Mais en effet, sur l'encadrement des loyers, on s'est aperçu que la première ville qui l'a mis en place, c'est Paris. Je rappelle quand même que les 2 moments où le dispositif a été suspendu pour des vices de procédure juridique, c'est le moment, comme de bien entendu, où le marché a baissé. Ça montre bien qu'on n'a pas attendu qui que ce soit. C'est l'offre et la demande, c'est-à-dire que pendant bien sûr, le marché se régule. Bien sûr, on n'a pas attendu d'avoir cette règle pour avoir l'offre et la demande. Bref, et aujourd'hui, là où c'est quand même assez ubuesque, c'est qu'on a des personnes aujourd'hui qui vont préférer investir dans des petites ou moyennes villes, notamment des villes qu'on appelle les villes-préfectures, Orléans, Évreux, toutes ces villes qui ont eu une grosse cote avec la période post-confinement, parce qu'il va y avoir justement des meilleures rentabilités, et pareil, parce que ces villes ont su se réinventer, notamment en accueillant des universités, des grandes écoles, etc. Donc là-dessus, ça dépend, une fois de plus, il faut d'abord se renseigner, de savoir est-ce qu'il y a réellement une demande, sur quel type de bien, et après c'est toujours pareil, il faut acheter le moins cher possible, faire les travaux de la meilleure manière possible pour trouver de bons locataires. Il y a souvent une phrase qui revient quand on discute immobilier dans le privé, et on dit de toute façon comme ça j'achète, parce que quand je serai à la retraite, j'aurai plus à payer, ce sera à moi. Est-ce que c'est pas ça le meilleur atout quand on dirige l'adresse, de se dire, clac, c'est ce qu'il veut dire. Investissez, payez chaque mois, et puis à un moment, vous serez chez vous tranquillement. Est-ce que c'est pas le meilleur argument pour convaincre ceux qui hésitent à acheter? Clairement. Mais de toute façon, une fois de plus, je pense que celles et ceux qui nous écoutent, ils sont déjà convaincus. Les Français, ils ont une brique dans le ventre. Il n'y a pas de débat. Brique dans le ventre. Non, mais très, très sincèrement, les Français, ils sont très attachés. Dans les pays européens, vous voyez bien, sans citer ni de chaîne, ni de d'émission, vous voyez bien que en Europe, on est les seuls à recevoir, aimer faire visiter, montrer la déco qu'on a fait. Il y a des pays où, limite, vous ne vous recevez pas les uns chez les autres. Vous allez au restaurant, bref. Le Français, il est très attaché à être chez soi, à être bien chez soi. Ça, c'est une évidence. Tout à l'heure, vous me demandez dispositifs et autres. Je répète, une fois de plus. Tout à l'heure, vous parliez également des jeunes, des foyers les plus modestes. On a eu une époque qui a été formidable, où on a été jusqu'à 1 200 000 ventes par an, pas par miracle. On est arrivé à une période où même un locataire avec des revenus modestes, on pouvait lui apporter la preuve, notamment avec l'accompagnement bancaire, sans apport, de lui dire, à la limite, à 1 euro près, au lieu d'être locataire, tu seras dans 20 ans ou 25 ans, on trichait un peu sur la durée de l'emprunt, tu seras propriétaire. Donc une fois de plus, il n'y a plus qu'à. C'est les banques qui décident beaucoup du marché par celles et ceux qui passent par la casse crédit. Cédric nous pose une question. Je suis père de famille, marié, seul à travailler, 3 enfants, j'ai 40 ans. C'est pas grave. En CDI. Et je fais 40 000 euros brut, puis j'être encore primo-accédant. Donc, oui, il peut être primo. 40 ans, bien sûr, 3 enfants. Le primo, c'est simplement qu'il a acheté pour la première fois. Oui, donc, ou s'il est parti en location plus de 2 ans et qu'il revient sur le marché. Mais la réalité, c'est qu'il aura clairement, Cédric, clairement à 40 ans, les difficultés qu'il aura, Cédric, c'est presque plus avec son assurance de prêt qui va avec. 40 ans.
Si tu rigoles ou quoi. 3 enfants, il est le seul à travailler, 40 ans. 40 ans. En gros, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un emprunt assez long pour amortir il aura... Non, mais en fait, quand tu prends un crédit immobilier, il faut que tu prennes l'assurance de crédit qui va avec. Et cette assurance, elle a un coût qui n'est pas négligeable. Et surtout, en fait, quand on franchit certaines bornes d'âge, le coût de cette assurance va être un petit peu plus élevé. 40 ans, c'est pas 50, c'est pas 60. On est d'accord. Mais en fonction de ça, c'est vrai que quand on franchit certaines bornes d'âge, et quand même 40 ans, ça reste une borne, j'en suis désolée pour moi-même aussi. Mais voilà, là-dessus, il risque d'avoir un prix qui va un tout petit peu augmenter. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on a parlé de l'allongement de la durée de travail, donc du recul des départs à la retraite. Est-ce que ça ne devrait pas être pris en compte? C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, en meilleure santé. Donc est-ce que les assureurs, quand on achète, ils prennent ça en compte ou pas du tout? Non, c'est pris en compte pas par l'assurance, c'est pris en compte par la banque qui prête. Vraiment? En revanche, je rejoins Marie, mais je suis un peu plus optimiste que 40 ans. Je pensais pas que c'est. En revanche, en effet, il va y avoir une majoration. C'est pour ça qu'on invite nos clients à pas forcément prendre tout de suite l'assurance qui est proposée par la banque. On peut faire jouer la concurrence sur l'assurance. On peut faire ça, c'est très intéressant. Il y a aussi des courtiers en assurance, je crois. Voilà. Et ça change vraiment la donne? Oui, ça change. On peut faire, c'est 10 à 15 000 euros d'économie par crédit, renégocier son assurance de prêt. À tous ceux qui en ont une en cours, faites-le, vous pouvez changer à tout moment. 10 à 15 000 euros en moyenne. Si vous êtes en bonne santé, jeune, comme Cédric, vous avez quand même... passer une visite médicale, de toute manière. Pas forcément. Il y a une loi qui est passée en fonction du montant que vous empruntez. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Je crois la borne est à 200 000 euros, 250 000 euros, 200 000 euros par tête, il me semble. Donc pas forcément. Brice Cardi, on est début février. Ça a bien commencé. Oui. Votre prévision, je vous enverrai la cassette à la fin de l'année. Pour vous, ça va se passer comment? Sérieusement, très sérieusement, ce sera ma dernière question, après je vous libère. Je pense très franchement, je le disais tout à l'heure précédemment, je pense qu'il y a un petit peu une réaction aux effets d'annonce, ce qu'on disait déjà dit, les frais de mutation, les frais de notaire, les annonces des banques, la fameuse qui quand même fait 2,99 jusqu'à fin février, quand je dis que c'est extrêmement court, mais c'est vrai, c'est du jamais vu. Donc moi, je reste assez modéré sur mon enthousiasme. Maintenant, très clairement, on a aujourd'hui des chiffres qui apportent la preuve qu'on fait un début d'année qui n'a rien à voir avec celui de l'an dernier. Je pense qu'on sera fixé au printemps, généralement. Il y a beaucoup de choses qui se confirment au printemps pour les fameux ménages familiaux, pour préparer les rentrées scolaires de septembre de cette année, etc. Très franchement, moi je suis... vous savez, si on doit les citer, si on fait janvier 2024, janvier 2025, janvier 2024 a fait ses effets. C'est baisse des taux, baisse des prix, baisse de l'inflation. On a l'avantage d'avoir plus de biens à proposer, plus de temps finalement pour les visiter, pourvu que ça dure. Moi, je le vois au niveau de ce qui se passe au mois de janvier dans le réseau. On a aujourd'hui quand même des indications sur les délais qui se raccourcissent. C'est un premier signal. Les volumes de vente, comme je le disais, qui ont augmenté. Et généralement, la suite logique de ça peut être l'augmentation des prix. Donc très franchement, si la question c'est de se poser si c'est le moment, je pense que c'est le bon moment. On va enregistrer, je vous l'enverrai, je vous taquine. Mais dernière question de Kevin, parce qu'elle est importante. Concrètement, les prix vont compenser la baisse des taux? C'est une question où les Français pourront acheter plus grand? Concrètement, les prix vont compenser. Pour l'instant, ils achètent plus petit. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, ils ont peur. L'effet psychologique, on a démarré le sujet par ça. L'effet psychologique de ce qui se passe actuellement dans le monde, en France, où vous voulez. Moi, j'ai rencontré un constructeur de maison qui venait de construire une maison de 49 mètres carrés. 49 mètres carrés. Ah oui, c'est une maison petit. Voilà. Alors, ils me disent, oui, on fait tout. C'est petit pour une maison, pour un appartement, c'est... Bien sûr, mais là, quand c'est une maison, voilà, c'est vraiment petit, quoi. On fait construire sa maison. Mais il y a cette mode-là, ce qu'on appelle, alors, j'ai pas le temps. C'est pas des tiny house. Non, c'est pas une tiny house. Non, c'est vraiment une maison. Non, mais c'est dire qu'en réalité, ce qu'on constate, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un autre réseau d'agences qui le constatait, c'est qu'on a plutôt une baisse de la surface des biens achetés, quand bien même le pouvoir d'achat immobilier a progressé l'an dernier. Ça veut dire quoi? Qu'on met de l'épargne de côté. C'est aussi ça, c'est-à-dire que nous, individuellement, on préfère garder un tout petit peu d'argent de côté, quitte à acheter plus petit. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau de BFM jusqu'à minuit. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et on se reverra, on fera le bilan à la fin de l'année. Merci beaucoup, on va parler politique évidemment. À l'issue d'une journée extrêmement tendue par moment, l'Assemblée nationale a adopté en